Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour. 682 jours. 682 jours au ministère de la Culture. Et pourtant, c'était votre rêve. Et quand on lit ce bouquin publié chez Plomb, qui est un livre absolument incroyable, on n'a pas l'habitude de voir des hommes ou des femmes politiques parler comme ça, sans filtre, vous parlez du bal des hypocrites. Mais alors, comment dire, Roselyne, vous flinguez à tout va. Alors, je voudrais pas, puisque vous parlez de ces 682 jours, qu'on pense que c'est 682 jours de malheur, c'est 682 jours de combat. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est de pas seulement regarder les anecdotes des 682 jours, mais ce que ça dit sur la gouvernance du pays et sur la gouvernance et les enjeux du ministère de la Culture. J'ai pas voulu faire un livre robinet d'eau tiède, j'ai pas voulu faire un livre genre plaidoyer pro domo, oh là là, qu'est-ce que j'ai été formidable, etc. C'est un livre de vérité où je raconte un certain nombre de choses qui se passent, des choses belles, magnifiques, et avec des souvenirs merveilleux quand je rends un tableau de Klimt aux héritiers d'une personne qui a été assassinée, de Nora Smiasny, assassinée par les nazis, quand Stanislas Nordet, le patron du Théâtre National de Strasbourg, me demande de venir lire un texte de Gogol sur la scène de Chaillot. Oui. Voilà, des souvenirs. Quand vous allez à Cotonou rendre des œuvres à l'Afrique. À l'Afrique. Il y a tellement de choses magnifiques, mais il y a aussi des choses dans cette période affreuse où les théâtres, où les cinémas ont été fermés et où je me suis battu pied à pied pour sauver la culture. Il y a eu des choses très dures et je les raconte. Oui. Non, mais vous dites quand vous arrivez, parce que vous le dites, c'était votre rêve. C'était mon rêve. Quand Jean Castex vous appelle, vous dites, je ne voulais pas parce que vous aviez arrêté la politique. Pour la culture, c'est oui. Vous lui dites, pour la culture, c'est oui, mais c'était vos rêves de ministre de la Culture. Mais en fait, quand vous arrivez, c'est quand même la douche froide. Vous découvrez un ministère démembré. C'est un comptoir à subventions. Vous découvrez qu'il n'y a pas l'argent, que tout le monde se plaint. Alors, c'est vrai que le ministère de la Culture, ce sont les grands anciens, et en particulier, bien sûr, André Malraux dans les années 60 et Jacques Lang dans les années 80. Je leur rends hommage, d'ailleurs. Sans complaisance, ils ont fait un boulot absolument extraordinaire. Mais c'est vrai aussi que la nouvelle donne, 60 ans et 40 ans après, la nouvelle donne de la culture a profondément changé, mais qu'il y a eu des politiques qui ont transformé ce ministère de la Culture, dont on voit d'ailleurs l'image derrière nous. Ce ministère de la Culture en guichet à subvention, c'est d'ailleurs pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Hein. Je reprends absolument le diagnostic sans complaisance de la Cour des comptes. Comment les subventions pleuvent, y compris, on vient demander de l'argent, on l'obtient tout de suite. C'est quelque chose d'effrayant quelque part. Ça a été des périodes évidemment parfois de gloutonnerie, mais c'est pas ça qui est le plus ennuyeux. Bien sûr, je partage le diagnostic de la Cour des comptes, mais il y a des enjeux qu'on a du mal à absorber. La révolution écologique, la lutte contre le réchauffement climatique, les grands travaux, c'est magnifique, mais il y a des passoires thermiques. Il y a des passoires thermiques qui coûtent une fortune, l'Opéra Bastille. Centaines de millions. Il y a évidemment la révolution numérique. Et ça, on le voit. Les gens qui, comme moi, sont des gens qui vont au théâtre, au cinéma, au concert, à l'opéra, qui lisent des livres, qui visitent des musées, c'est une voie. C'est une race en voie de disparition. Et maintenant, les gens qui ne consomment que de la culture numérique, c'est en pleine augmentation, les jeunes en particulier, bien sûr. Et puis la révolution de la gouvernance, parce que les élus locaux nous le disent, mais vous êtes un ministère parisien, 80% de l'argent du ministère de la Culture va sur l'Île-de-France et ils nous disent à juste titre vous ne nous avez pas fait partager le festin de la culture. D'ailleurs, vous dites qu'Emmanuel Macron, là, vous lui faites ce reproche aussi dans les premières années de son mandat, d'avoir oublié les territoires au fond. Ah, mais je dis exactement l'inverse. Oui. Je dis hommage à Emmanuel Macron d'avoir choisi que la grande structure de son quinquennat sera la Cité de la Francophonie, installée à Villers-Cotterêts, dans la région la plus déshéritée de France, alors que tous les présidents de la République, Giscard d'Estaing, c'est le musée d'Orsay, Jacques Chirac, c'est le musée du Quai Branly, Pompidou, c'est le centre Pompidou, et bien sûr les grands travaux de François Mitterrand et de Jacques Lang. Ah non, au contraire, je trouve que c'est formidable, un président de la République qui décide d'installer
la mesure phare de son mandat dans la partie la plus déshéritée de France, de métropole, les Hauts-de-France, et dans la partie la plus déshéritée des Hauts-de-France. Oui, mais enfin, quand même, quand le Covid arrive, vous dites, vous devez vous battre. Vous découvrez que le ministère n'a pas le budget. Vous dites, je ne vais pas me comporter comme derrière une grille d'un zoo à demander qu'on verse des cacahuètes. Oui, vous avez ce franc-parler et là, vous vous mettez en colère. Voilà, non, mais c'est-à-dire que je me rends compte qu'on va donner beaucoup d'argent, et on en a donné, mais que la culture, pour beaucoup de gens, de droite ou de gauche, qui s'occupent des finances publiques, on est par définition, nous les cultureux, des budgétivores. Et on des rend non pas... indispensables. Voilà, ça va vous faire mal voilà, quand on va dire ça. oui, de non essentiels, c'était la formule qui d'ailleurs, le procès a été injuste, parce que c'est vrai que c'est une définition administrative des produits de subsistance, et quand on voit qu'on a été le pays le plus généreux du monde pour soutenir les artistes et les structures, penser qu'on considérait la culture comme non essentielle, c'est un mauvais procès. Mais c'est vrai que la culture en France, c'est quelque chose qui a été un outil politique. Michel Vinocq dit très justement qu'en France, l'État a précédé la nation, et que finalement, depuis des siècles, la culture est un outil de pouvoir qui a été fait pour un État très centralisé, et il faut maintenant desserrer les taux et s'occuper des territoires. J'ai dit en arrivant, mon premier discours, je serai la ministre des artistes et des territoires. Oui, et d'ailleurs, vous dites, je serai la ministre des artistes, des hommes et des femmes, et plus que des pierres. Et alors, là, il y a cette idée des fameuses églises anciennes dont vous dites aujourd'hui, alors ça fait beaucoup réagir, on ne va pas mettre des sommes astronomiques pour des bâtisses qui n'en valent pas la peine, églises. Au fond, il faudrait les raser, je voudrais, parce que j'ai l'impression, par exemple, qu'un homme comme le président de la région Aura, Laurent Wauquiez, ne m'a pas comprise. Merci de me poser la question. Parce que ce que je dis, c'est qu'il y a à peu près 100 000 bâtiments cultuels en France, dont un peu plus de 40 000 églises paroissiales. Il y en a 10 000 qui sont en très grande, pas tout à fait en état de péril, mais sur lequel il faut faire des travaux. Je dis simplement que si on reste dans la maquette financière qui est celle à la fois du ministère de la Culture et des collectivités territoriales, il faudra faire des choix. Vous savez, 1 million d'euros sur une église, c'est rien. 10 000 églises à sauver, c'est des milliards. Le budget de la culture, le ministère de la Culture, la mission culture, c'est 4 milliards d'euros par an pour tout. Spectacle vivant, payer des fonctionnaires, des directions régionales, du patrimoine, des industries culturelles. Si on reste dans les maquettes financières de l'État et des collectivités territoriales, qui sont en responsabilité d'ailleurs de la plupart de ces bâtiments, on n'y arrivera pas. Il faut changer de braquet. Oui, mais alors justement, vous avez beaucoup aidé, vous le dites, les artistes. Ils vous ont pas renvoyé quand même toujours le compliment. Je pense évidemment au milieu du cinéma, que vous égratigniez largement, de certains dont vous dites bien payés, qui venaient vous dire tous les compliments qu'on veut en coulisses, et puis qui vous, sur scène, expliquaient que vous ne leur donniez rien, que l'État sacrifiait la culture, alors que vous dites que c'est l'État qui aide le plus les artistes. Absolument. C'est injuste tout ça, au fond. Oui, alors, je ne voudrais pas que tout ça jette l'opprobre sur l'ensemble des artistes, parce qu'il y en a qui ont été merveilleux, et puis vivre avec les artistes, c'est ma came, hein, c'est quelque chose qui me construit, et ils le savent. Mais ce que j'ai trouvé, finalement, c'est que ce n'étaient pas les plus malheureux qui se plaignaient. Et ça m'a fait du mal, parce qu'il y a vraiment à la fois des jeunes artistes, qui auront beaucoup de mal, qui ont laissé passer le moment où ils pouvaient rentrer, vous savez, comme la course-poursuite là, en vélo, où il faut descendre en bas du vélodrome. Et ça, le moment est passé. Les vieux artistes, les artistes en fin de carrière qui ont perdu les 2 ou 3 années de fin de leur carrière, et puis toute cette économie grise de gens qui sont payés au pourboire. Je pense par exemple aux guides conférenciers qui ont beaucoup souffert pendant cette crise et qu'on avait énormément de mal à aider, parce qu'il y avait des tours opérateurs qui facturaient
les visites, mais ensuite qui retournaient pas Mais c'est pas eux qui se sont presque le plus plaints pendant cette crise. Ceux qui se sont le plus plaints, vous dites, ce sont des gens dont vous citez d'ailleurs des chiffres qui gagnent 4 fois plus que des stars américaines en faisant des films qui ne marchent pas. Qui ne trouvent pas leur public. Oui. C'est la formule consacrée. Et qu'on adore subventionner, dites-vous. Oui. Non, mais c'est vrai aussi que pendant cette crise, l'industrie de la musique enregistrée s'est admirablement tenue. Elle a augmenté ses chiffres d'affaires et il n'y a pas eu de crise de la musique enregistrée, ce qui est d'ailleurs assez compréhensible. Et véritablement, ce ne sont pas les artistes qui ont plus souffert, qui ont le plus crié, mais aussi, il faut savoir que c'est plus intéressant pour un plateau de télévision où on fait à la fois de l'information et du divertissement, d'inviter une star de la musique enregistrée que d'inviter l'artiste du conservatoire qui essaie de s'introduire dans le casting très serré de l'opéra et qui trouvera jamais sa chance. Oui, mais quand vous citez... un baryton qui est devenu livreur de pizza. Quand vous citez Benjamin Biolay, que vous citez Clara Luciani, ce sont des gens en plus, je qui les viennent adore, et qui sont venus se plaindre en disant, lui, il a dit, Benjamin Biolay, il a dit, mais vous, à cause de vous, j'ai plus rien, on est misérables. J'adore Benjamin Biolay. Et vous dites, il a la tartine beurrée des deux côtés, voilà, c'est ça que vous dites. Oui, bon, alors, écoutez, je crois que maintenant, on va passer à autre chose. Tout le monde sous l'effet de la souffrance, de la frustration. Là, il n'est pas content. Et je me mets dans le lot, hein. Oui. Je me mets dans le lot. Tout le monde, sous cette crise absolument épouvantable, a été amené quelquefois un petit peu à déraper. Maintenant, on est reparti, les salles sont ouvertes, il fait des triomphes. Oui. Tout ça, c'est derrière nous. Maintenant, par contre, essayons de préparer l'avenir de la culture. Oui, mais enfin, je ne peux pas ne pas revenir sur les 4 pages que vous consacrez à cette cérémonie des Césars. Excusez-moi, Roselyne Bachelot, parce que Corinne Masguiero, qui arrive toute nue sur scène, vous êtes la ministre dans la salle, et là, vous assistez à ça, c'est savoureux, les pages que vous écrivez dans ce livre. On ne peut même pas les citer à 1 heure de grande écoute, parce que... Non, mais vous savez, j'ai toujours eu, heureusement, dans ces moments difficiles, un peu de distance. Vous savez, de voir un peu le côté comique des choses. Je me suis dit, qu'est-ce qu'auraient fait les frères Marx de cette... il y a le fameux film Une nuit à l'opéra, mais je pense qu'on aurait pu faire Une nuit à l'Olympia, puisque c'était là que se déroulait la cérémonie des Césars dont je parle. Vraiment, c'était très drôle, oui. Et on me dit que les 4 pages consacrées sont... assez réussi. Oui, c'est vrai. Mais enfin, quand même, vous vous dites, qu'est-ce que je fiche là, hein. C'est quand même un truc un peu lunaire, surréaliste. Parce que pendant que les Français applaudissaient les infirmières à 20h, vous décrivez un monde du cinéma avec des toilettes de plusieurs milliers d'euros qui va aller aux Fouquet's après et qui viennent expliquer qui sont les damnés de la terre et les forçats de la faim. Oui, je me dis peut-être qu'il y a un certain complexe de culpabilité en se disant il faut être un citoyen engagé et puis taper sur le ministre de la Culture. C'est l'exercice obligé de cette cérémonie parce que je ne suis pas la première victime de cette affaire. On est nombreux sur le banc des accusés et on voit le ou la ministre de la Culture tasser sur son fauteuil comme le boxeur sonné au coin du ring en se disant qu'est-ce qui va encore me tomber dessus. Et c'est vrai qu'on a un sentiment d'injustice. J'aime bien citer sur France Musique, il y avait eu une interview de la magnifique chanteuse lyrique Marie-Nicole Lemieux, qui est québécoise et qui, avec son inimitable accent, avait dit « Vous les Français, vous vous rendez pas compte, vous vivez dans un pays de cocagne et vous êtes tout le temps en train de vous plaindre. » Et ça fait partie du jeu. Non, mais alors vous arrivez dans ce jeu parce que vous avez été ministre sous Sarkozy, etc., avec François Fillon. Bon. Et là, vous arrivez avec cette jeune génération de Républicains en marche. Hein, j'ai eu quelquefois l'impression d'être plus jeune que les quadragénaires. Qui un peu vous font la leçon au début, qui vous disent on n'est pas là pour faire les assistantes sociales, vous dire on va changer la façon de faire de la politique. Alors, tout ça, vous vous dites ah bah écoutez mon gaillard. Hein. C'est-à-dire, je suis du vieux monde, moi. Je suis l'exemple type du
politique traditionnelle qui commence, conseiller municipal, général, et puis qui arrive. J'ai quand même presque 40 ans quand j'arrive député, voilà, et puis qui franchit les marches petit à petit, qui apprend toutes les arcanes de la politique, et puis qui fait des permanences dans les quartiers, dans les mairies rurales, qui assiste aux jeux de boules. J'avais un challenge de jeux de boules qui s'appelait le challenge Roselyne, et je connaissais tout le monde, les agriculteurs, j'allais dans les fermes et tout, je connaissais pratiquement tous mes administrés. Et puis, il y a une nouvelle génération, l'interdiction du cumul des mandats a fait des ravages, avec des personnes de la société civile. Arrêtez d'ailleurs d'avoir milité pour ça. Ah, j'ai fait une erreur. Ah oui. Et je la reconnais. Non, mais je reconnais toujours mes erreurs. Et c'est vrai, l'interdiction du cumul des mandats est une stupidité. Le fait de taper sur les politiques fait que la politique n'intéresse pas peut-être les gens du top niveau. Je crains un affadissement, un appauvrissement, au sens intellectuel du terme et politique du terme, des nouveaux élus. Oui, mais en même temps, les technocrates qui ont dirigé la crise du Covid, vous qui aviez mis de côté des masques, qui aviez c'est-à-dire on m'a rendu hommage sur beaucoup de choses des après. critiques et qui vous retrouvez à nouveau, on va encore vous faire des reproches. Vous savez, d'abord, il faut des techniciens, mais comme disait John Maynard Keynes, des économistes, il faut qu'ils s'installent sur le siège arrière de la voiture et ne pas les mettre au volant. Il en est de même pour un certain nombre de techniciens sanitaires. La décision politique est tout à fait importante. Oui. Non, mais ça veut dire qu'au fond, vous dites qu'il y avait tous ces types qui venaient sur les plateaux de télévision dire qu'il fallait arrêter les tautologues. Puis alors vous dites les métros bondés et vous, on vous interdit d'ouvrir les musées. Oui. Vous dites c'était une connerie. Mais au fond, cette connerie, vous l'avez faite avec le gouvernement. Oui, mais justement, d'abord, j'ai servi de paratonnerre dans cette affaire, parce qu'on a pensé que c'était une décision qui venait de moi. Évidemment, j'étais solidaire, parce que les décisions sont prises au plus haut niveau, voilà. Et puis, il y avait des arguments aussi, c'était pas complètement stupide. On était en crise, et c'était un peu, comme disent certains, ceinture et bretelles, excusez la vulgarité ou la trivialité de l'expression. Bon, mais on comprend que devant ce déluge épidémique, le principe de précaution et de prévention l'est souvent emporté. Moi, de mon côté, j'ai défendu la culture. J'ai pensé il fallait desserrer au maximum l'étau, et j'y suis souvent arrivé. Oui, mais alors vous êtes d'ailleurs peut-être parvenu à maintenir la retraite pour les ballerines. Oui. Vous êtes battu pour ça. Macron n'avait pas l'air tellement convaincu. Là, aujourd'hui, il est en vote. Et vous savez bien combien c'est difficile. Et vous la connaissez bien, Elisabeth Borne, pour voter cette réforme des retraites. Vous ne vouliez pas, vous, de ballerines en tutu à 60 ans. C'est pas que j'en veux pas. C'est que je pense que c'est... Quand on regarde les danseurs qui prennent leur retraite à 42 ans, moi, c'est des gens qui sont usés par un exercice physique absolument incroyable. C'est vraiment des gens formidables. Oui. Donc il faut les danseurs les régimes spéciaux, alors c'est ça que vous dites. Sur l'opéra, oui. Non seulement pour le ballet, mais également pour les choristes et pour les musiciens. C'est la même chose. Il y a vraiment un épuisement physique et psychique sur ces métiers. Et ce régime spécial doit absolument être sauvegardé. Oui. Vous avez offert le livre « Guerre » de Céline à Macron. Oui. Au moment où vous saviez, on ne savait pas trop s'il allait se représenter. Vous le sentiez d'ailleurs pas tellement déterminé à y aller pour un deuxième mandat. Oui, j'ai senti ça chez les trois présidents que j'ai eu l'honneur de servir, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Il y a un moment où le fait de se représenter... On est président de la République, on est en majesté, on exerce le pouvoir, et tout d'un coup, on redevient un candidat. Et là, il y a un moment où les présidents de la République en exercice ne savent plus trop où ils sont. Ils voudraient continuer le plus longtemps possible, parce que d'abord c'est indispensable, parce que ces trois hommes avaient une haute idée de l'État, de la France, etc. On peut ne pas être d'accord avec leur politique, mais ce sont des gens
qui, d'une certaine façon, chacun aurait pu, dans le privé, avoir une vie beaucoup plus rémunératrice, beaucoup plus confortable, beaucoup plus sympathique pour leur famille, et qui ont accepté un certain nombre de sacrifices, et qui croient en la France, qu'ils aiment la France, ils aiment les Français. Et tout d'un coup, cette torsion entre la fonction et la candidature, c'est quelque chose de cruel. Oui, vous décrivez l'intimité, évidemment, entre le président et Brigitte Macron. Vous les racontez, hein. Elle vous touche aussi. Elle me touche beaucoup. Oui. C'est un vrai couple. Et franchement, Brigitte Macron est une femme très très bien. C'est une femme cultivée, sans aucun snobisme. Elle n'intervient absolument pas dans les dossiers culture, contrairement à ce que disent certains imbéciles, mais ça, c'est pas très grave, on a l'habitude. Et elle compte beaucoup pour le président, et il a raison de s'appuyer sur son épouse. Elle vous a juste transmis ce fameux dossier qui fait tellement parler de flèches de Notre-Dame en forme de sexe érigé. Elle a absolument pas plaidé pour ce dossier. C'est justement parce qu'elle est très respectueuse des responsabilités de chacun. Alors, il y a des gens qui lui transmettent sans arrêt des choses parce qu'ils pense que l'épouse du président de la République va s'emparer de tel ou tel dossier. Elle, immédiatement, elle transfère à qui de droit. Il n'y a absolument aucune confusion. Ce qui est beau, parce que vous défendez aussi les femmes en politique. Alors Valérie Pécresse, qui se vote, votre amie, qui se vote dans cette élection présidentielle. Bon, vous avez un regard, vous dites au fond, elle n'est pas totalement responsable de tout ce qui lui est arrivé. Moi, je fais un portrait de Valérie Pécresse qui est tendre, qui est respectueux. De ses amis politiques. Je pense. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas commis certaines erreurs, mais franchement, c'est une femme de grande qualité. Et moi, j'ai beaucoup de respect et de sympathie pour Valérie Pécresse. Je dis c'est une femme intelligente, pédagogue, intègre. Franchement, je l'ai connue. Elle a été ma collègue au gouvernement. Je l'ai vue comme ministre de l'Enseignement supérieur et ensuite comme porte-parole du gouvernement. C'est une femme de grande qualité, mais évidemment, elle était le général des armées mortes, de l'armée morte. Oui. Et une autre chose, et vous faites une mise au point très claire, ça n'est pas Rima Abdul-Malak qui dirigeait votre ministère en sous-main. Vous avez entendu ça. Et mais ça, quelque part aussi, c'est une forme de misogynie. C'est quoi? De dire qu'au fond, vous n'étiez pas maîtresse à bord. Oui, mais ça, c'est quelque chose, c'est un procès récurrent que font par facilité certains commentateurs, de penser qu'un conseiller à l'Élysée serait le ministre bis. Vous savez, on a l'habitude... tout ça. J'ai expliqué aussi dans ce livre comment se déroule, comment fonctionne la gouvernance de l'État pour remettre les choses au point. En tout cas, moi, les relations étaient extrêmement fluides avec Madame Abdul-Malak et je dois dire que ça se passait très bien et ça continue à se passer très bien. Il n'y a absolument aucun problème et les gens qui essaient de mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce en seront pour leurs frais. Vous avez des mots formidable sur François Hollande aussi, parce que vous l'aimez bien. Oh, j'adore François Hollande. C'est l'homme politique avec qui je partirai en vacances, d'ailleurs il le sait. Ah oui, vous pouvez partir en vacances. Pardon, Julie Gaillet. Hein. Ah oui. Alors, avec Noël Le Graët, vous partiriez pas en vacances? Non, je pense pas. Non. Bon. Mais vous avez été ministre des Sports. J'ai été ministre des Sports. On peut parler comme ça parce que vous êtes là, j'allais dire, adepte de la libre parole. Vous faites les grosses têtes, vous êtes éditorialiste aujourd'hui, Roselyne Bachelot. On ne peut pas parler comme ça quand on est patron du foot français. Oh, j'ai dit un certain nombre de choses quand j'étais ministre des Sports. Alors, Noël Le Graët n'a jamais été président. Sous mon mandat, c'était Jean-Pierre Escalette. Hein. Et après le désastre de Naïsna en 2010, juste avant que je quitte le ministère des Sports, effectivement, j'ai dit des choses aussi fortes sur la fédération, mais ça ne concernait pas M. Le Graët qui n'était pas en poste. Oui, non, mais il a tous les défauts, comme on le dit aujourd'hui. C'est-à-dire que ça fait plusieurs dérapages, hein. C'est pas le premier. On peut pardonner un certain nombre de dérapages. Il a également, respect de la présomption d'innocence, un certain nombre d'accusations de harcèlement qui ont été portées. Mais là, c'est à la fois désolant et stupide. S'attaquer à Zinedine Zidane, vraiment, ça ne sert à rien. Et ça le déconsidère.
ne pas réaliser, quand on est président de la fédération de foot, que c'est une icône adorée des Français. Zizou, il est dans le cœur des Français, c'est dommage. Mais je ne parle pas de sport dans mon livre. Non, mais le livre est formidable. 682 jours, le bal des hypocrites, Roselyne Bachelot. Il y a aussi de l'émotion, parce qu'on parlait tout à l'heure, quand Castex vous appelle et que vous vous retrouvez ministre, alors que vous ne voyez plus faire de la politique, et puis au moment où vous quittez aussi ce ministère, vous êtes extrêmement ému, touché au fond. Il y a quelque chose qui me fait fonctionner, c'est évidemment le respect des personnes et l'affectif. On est très soudés avec mon équipe et même si j'avais décidé de ne pas continuer, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas du chagrin de quitter ces équipes et de l'affection qu'on m'a portée, dont on m'a entouré, à la fois avec le cabinet que j'avais choisi, mais aussi avec les fonctionnaires du ministère de la Culture, qui sont des gens formidables. Et la caractéristique de ces fonctionnaires, qui sont à un top niveau de compétences, c'est qu'ils sont parmi les plus mal payés de la République. Et ça, je veux leur dire mon affection et l'hommage que je leur porte. Ce ne sont pas seulement des techniciens, ce sont des amoureux de la culture, parce qu'on ne peut marcher qu'à l'affectif quand on s'occupe de la culture. Et finalement, ils m'en ont porté témoignage. Ouais. Et lorsque vous avez été malade, malade du Covid aussi, on s'en souvient. Là, il y a quelque chose qui vous est revenu, évidemment, de la vie, des choses essentielles. Oui, bien sûr. J'ai pas voulu, ça m'a été reproché, courir les plateaux pour parler de l'épidémie, parce que chacun remarquera que j'ai jamais mis en scène ma vie privée, ni les choses intimes qui me touchaient. Mais c'est vrai que moi, la mécréante, à certains moments de cette épidémie, j'ai repensé à la phrase que ma grand-mère avait écrite dans l'armoire où je mettais mes affaires pendant les vacances. Le monde change d'aspect quand on arrive à ne plus considérer les hommes que comme des âmes en route vers leur destinée éternelle. Merci Roselyne Bachelot. 682 jours, le bal des hypocrites, c'est un carton en librairie, parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre des personnalités politiques parler comme ça, comme vous. Ce qui fait que vous êtes d'ailleurs un peu unique. Vous êtes un peu unique dans le paysage. Je dis, je suis le vieux monde. Je suis disruptive, dissonante. On voit pas beaucoup d'anciens ministres qui se passent aux grosses têtes derrière. Non. Vous adorez ça. Oui, j'aime ça. Mais c'est aussi cette volonté inaltérable de mettre les gens dans des cases. Bon, vous êtes ministre, vous ne pouvez pas faire les grosses têtes, vous ne pouvez pas écrire, vous ne pouvez pas faire autre chose. Je m'occupe de 14 associations humanitaires. Je me bats en particulier sur trouver des fonds pour les malades du sida, pour la santé des femmes, j'organise des concerts pour les malades atteints d'Alzheimer dans les maisons de retraite. Pour moi, tous ces combats-là, ils sont liés, ils sont indestructibles, ils sont constitutifs de ma vie. Merci Roselyne Bachelot. Et vous avez toujours été là pendant ce fameux séjour de 682 jours rue de Valois, quand TV5 Monde vous a sollicité pour parler d'international, pour parler de francophonie, pour parler de culture. Et pour cela, je vous remercie. Merci beaucoup, Roselyne. Vive le service public de Merci beaucoup, Roselyne Bachelot.